Ok, donc l'atelier 3 cherchait à explorer la manière dont les archives pouvaient s'intégrer ou en tout cas se positionner par rapport à des contractualisations de développement culturel de territoire. Cet atelier s'est déroulé dans 2 temps. D'abord une présentation générale, et puis ensuite on a essayé de réfléchir en 2 groupes. Alice nous a présenté un dispositif expérimental dans le département des Landes. Ce dispositif expérimental, il s'articule autour d'une référente inventaire et connaissances partagées du patrimoine, qui est donc un poste qui a été créé et qui recouvre une mission transversale autour des politiques culturelles et patrimoniales de l'ensemble du département. Donc ça intègre les services patrimoniaux classiques, dont les archives, mais également le patrimoine naturel. L'idée à travers ce poste, c'est de favoriser une meilleure orientation de porteurs de projets, c'est de recenser, de valoriser l'existant, et c'est aussi d'améliorer l'accompagnement des territoires en leur proposant une aide du point de vue de l'ingénierie, notamment déjà inventorier ce qui existe déjà un peu partout dans le territoire. Alors ce dispositif expérimental, il a pu être mis à l'épreuve par les archives départementales à travers une exposition qui était une exposition qui portait sur le fleuve Adour et qui finalement a été un peu une opération pilote et une opération test. Alors Alice, si je dis des bêtises, il faut m'arrêter. Donc une opération pilote pour ce dispositif. Donc une exposition qui d'abord s'est déroulée, je dirais de manière classique, au sein du service d'archives, mais qui était dès le départ conçue comme une exposition qui devait voyager avec toute une série de modules qui pouvaient être choisis ou pas. Et puis surtout un objet de réflexion de départ qui était autour du thème de l'eau et qui finalement rejoint un peu ce que Philippe Tellier nous a dit ce matin sur des objectifs un peu transversaux, ou des thématiques un peu transversales et qui peuvent accompagner aussi des questions politiques ou des questions de transition. L'intérêt de l'ensemble de ce dispositif, ça a été de travailler sur toute une série de nouveaux outils, par exemple des fiches territoires. Ça recroise ce qui vient d'être dit dans un des ateliers. Le premier, si je dis pas de bêtises, donc fiches territoires pour mieux connaître les acteurs, leur organisation, leurs équipements, leur capacité d'intervention, et puis aussi des fiches projets attenantes. Pour les archives, ça a correspondu aussi à une évolution dans le type d'intervention que celle-ci réalise, puisque certes, elle proposait une exposition et je dirais classiquement des livrets pédagogiques, enfin ce qu'on peut imaginer autour d'une exposition itinérante, mais qu'elles ont développé d'autres ressources à disposition, qu'elles ont aussi engagé des actions de formation de médiateurs, c'est-à-dire que l'exposition arrivait dans un lieu et c'était par exemple une intercommunalité, c'est l'intercommunalité qui prenait la main, mais les archives venaient former en fait des médiateurs au sein de l'interco pour pouvoir ensuite travailler et diffuser cette exposition. Et puis il y avait un aspect carnet d'adresses, puisque en fait chaque territoire qui se saisissait de cette exposition pouvait la retravailler. Donc la retravailler par exemple en y ajoutant des conférences, en y ajoutant des ateliers, en y ajoutant du spectacle vivant. Et donc le rôle de l'expert connaissance partagée du patrimoine en lien avec les archives départementales, c'était aussi de faire des propositions dont les lieux pouvaient se saisir ou pas. Le bilan de cette opération, donc le bilan comparé, j'ai pas noté le chiffre en présentiel, c'était le chiffre habituel des expositions itinérantes, 3500 visiteurs. 34 prêts pour 2500 visiteurs pour les expos classiques itinérantes
Et le dispositif a permis de rassembler 22 000 visiteurs pour... je me souviens plus du nombre de projets accompagnés. 14 projets. 14 projets accompagnés. 14 projets accompagnés et 22 000 visiteurs. Donc évidemment, en termes de chiffres. Un gap extrêmement important. Donc l'idée, c'était, et j'ai perdu un de mes papiers, mais c'est pas grave. L'idée, c'était ensuite à partir de cette expérience. Alors il y a eu beaucoup de discussions entre nous sur plein de notions autour de l'EAC, autour aussi du type de public, du fait que, par exemple, on avait tendance à délaisser le public âgé, alors que finalement c'est un public qu'on connaissait bien, autour de la notion d'ingénierie, donc toutes ces notions de vocabulaire finalement qu'on n'utilise pas forcément nous services d'archives, alors que ce sont des signaux qui peuvent disons porter auprès en tout cas des porteurs de projets ou des collectivités. Donc on a eu toute une série de discussions et ensuite on a travaillé en atelier. L'idée c'était de travailler sur 3 points qui étaient d'une part quelle valeur ajoutée ça pouvait présenter pour le service d'archives de s'intégrer dans ce type de projet de territoire, quel positionnement les archivistes, est-ce que ça changeait quelque chose à leur positionnement, à leurs compétences, comment ça pouvait les faire évoluer. Et puis le 3e volet, les leviers et les ressources sur lesquels s'appuyer. Alors sur la partie valeur ajoutée, en fait la liste s'est trouvée relativement longue, finalement plus longue qu'on aurait peut-être pu le penser au départ, puisque en réfléchissant, en discutant, on a vu beaucoup d'avantages, des avantages en termes de visibilité, tant en interne dans sa collectivité que évidemment en externe, sur les aspects de communication, parce qu'on change d'échelle et donc on peut aussi bénéficier d'une communication plus large et plus importante. Le fait que ça permet aux services d'archives d'élargir leur écosystème, tant du point de vue des partenaires que des publics, puisqu'on va toucher des publics qu'on ne toucherait pas parce que, par exemple, ils ne sont pas mobiles. Quelque chose aussi du côté de l'enrichissement réciproque en termes de compétences, c'est-à-dire que les archives apportent peut-être des compétences qui sont les leurs, mais dans cet échange avec les porteurs de projets, elles vont aussi finalement acquérir toute une série et de connaissances du territoire et peut-être de compétences différentes qui vont venir nourrir leur travail et leur expérience. Un autre avantage, c'est le fait que ces contrats de territoire sont pluriannuels, donc ils s'inscrivent sur un temps plus long et que ça permet donc aussi de travailler travailler dans le temps ou sur un temps plus long que celui avec lequel on travaille habituellement. Et donc ça s'inscrit aussi dans des objectifs de durabilité. Des économies d'échelle, la mutualisation de moyens, de compétences, de matériel. Une réflexion sur, ça amène aussi à avoir une réflexion sur la mobilité des publics, la mobilité des acteurs, mais aussi la mobilité des archivistes, leur capacité à se déplacer sur le terrain, par exemple, pour former les gens. Et puis une meilleure identification finalement des savoir-faire archivistiques, du rôle des archives, et au fond une sécurisation du patrimoine archivistique au sens où finalement, de ce maillage, de ces expériences, de ces échanges, on peut aussi espérer des effets indirects sur les autres missions des services. En termes de positionnement, on s'est posé la question, là, je vais vous donner toute une série d'expressions qui sont venues, c'est-à-dire passer du faire au faire, donc là, changer finalement de positionnement, faire des pas de côté, mettre un pied dans la porte. Donc voilà, comment on arrive aussi à se faire identifier dans ce contexte-là, et puis aussi faire reconnaître des compétences qui sont pas forcément reconnues, par exemple le fait que les services d'archives sont en capacité de former des formateurs, et donc cette formation de formateurs, par exemple, c'est une compétence et c'est aussi quelque chose qu'il faut revendiquer.
l'ensemble dans l'idée que les porteurs de projets, enfin que c'est pas aux archives de descendre de manière un peu surplombante vers les porteurs de projets, mais que c'est plutôt vraiment d'accueillir les porteurs de projets et, comme il nous l'a été dit tout à l'heure, de leur dire oui. Voilà. Je laisse la parole à Alice. Donc le deuxième objet de questionnement, c'était d'essayer d'identifier ensemble les leviers et les ressources sur lesquels les services d'archives pouvaient s'appuyer pour s'engager dans une telle démarche d'ingénierie au service des projets de territoire. On a identifié certains prérequis, ancré la légitimité de la démarche dans le service, notamment avec la question de l'équilibre par rapport aux autres missions qui continuent à devoir être assumées, le rôle de la direction, de l'inscription formelle de cette démarche dans un projet d'établissement. La formation des agents est apparue également comme un prérequis important, pouvoir accompagner les agents dans leur légitimité, leur volonté aussi d'intervenir dans un cadre différent pour eux. L'importance de connaître les acteurs et les partenaires potentiels sur le territoire. Donc là, on revient au diagnostic de territoire dont on a déjà pu parler. Et puis des choses plus opérationnelles, cadrer les participations et les attendus de tous pour assurer une cohérence finale. La capacité aussi à aligner des temporalités d'action qui parfois sont différentes entre les intervenants. Ensuite, on a parlé moyens, notamment dans le cas où cette mission vient se surajouter à d'autres missions. Donc, la question d'un poste dédié, s'il n'y a pas de choix qui est pratiqué sur l'équilibre au sein du service, et l'importance que cet agent, s'il est dédié à cette fonction, puisse bénéficier d'un positionnement qui légitime son action. Les ressources en elles-mêmes, les services d'archives disposent en fait d'un existant fort, que ce soit en termes d'ateliers pédagogiques, de mallettes, d'expositions itinérantes. Le fait qu'une ingénierie est déjà de fait déployée par les archivistes, le fait de pouvoir aussi s'appuyer sur des partenaires qui sont bien connus, comme les équipes d'archivistes itinérants des centres de gestion et qui développent une expertise quotidienne auprès des communes. La formation des formateurs est aussi une ressource en elle-même parce qu'elle permet en fait de passer le relais sur un savoir-faire et sur des connaissances et ensuite d'éviter d'avoir à se disperser dans tous les projets de territoire. Et pour finir, donc, on a déterminé un certain nombre de leviers, des leviers de coordination, s'appuyer sur des acteurs qu'on connaît déjà bien, des leviers en termes de transversalité, avec l'intérêt éventuel de proposer une thématique à laquelle chacun peut trouver une contribution, et des leviers en termes de visibilité pour mieux faire connaître nos ressources, être présent dans d'autres lieux, médiathèques, musées, et la voie numérique avec un portail qui peut agréger et rendre visible l'ensemble des ressources d'un département.